Quand je... Ah, c'est drôle, j'ai comme une impression de déjà vu. Quand je parle de la synchronicité, évidemment, faut avoir immédiatement référence à Carl Gustav Jung et des entrecroisements des idées du monde. On ne peut pas vraiment parler de la synchronicité sans parler de plusieurs choses en même temps. Euh, Parce qu'en fait, quand on pense à la synchronicité, on regarde en fait à l'union des dimensions parallèles à nous, de l'espace et du temps. Donc, la synchronicité implique une sorte de compression du mouvement, de l'espace et évidemment de la chose la plus étonnante, du temps. C'est comme si on dit toujours qu'on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, puis qu'on le rencontre le lendemain ou alors qu'il nous téléphone. Évidemment, dans cette forme de synchronicité, il y a un mouvement de voyance, mais dans la voyance, il y a également une sorte de sortie euh, du cloisonnement de la conscience qui est situé dans le moment présent. Comme si la conscience avait la capacité de sortir du corps, comme si la conscience avait la capacité de sortir des restrictions du mental. Un peu comme si elle avait la capacité de se décloisonner, c'est-à-dire d'échapper au contrôle rigoureux du mental, du moment présent. Et qu'elle pouvait subitement, un peu comme une goutte d'eau que l'on fait chauffer, occuper 16 fois son volume, comme si ce n'était plus quelque chose au niveau du phénomène de la conscience, comme étant quelque chose de concentré, mais qui pouvait être en même temps dans le corps et en même temps être au-delà du corps, euh, au-delà du temps que nous occupons, au-delà de l'espace que nous occupons. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Parce qu'on peut se poser cette question, euh, lorsque vous vous posez cette question à vous-même, qui suis-je? Sommes-nous uniquement une entité matérielle? Sommes-nous plus qu'une entité matérielle? Nous sommes à la fois à l'intérieur, nous avons l'impression d'avoir un corps, mais on sait très bien qu'au fur et à mesure où on expérimente des situations paranormales, que ces situations paranormales défient euh, non seulement la science, auquel j'accorde pas toujours beaucoup d'importance, parce que la science, ça vaut ce que ça vaut pendant le temps que ça dure, et que c'est quelque chose qui se remet en question à peu près tous les 10 ans et complètement à peu près tous les 50 ans. Donc, on peut dire que c'est la science, c'est les choses que l'on croit à partir du moment présent. Donc, la science ne tient compte que d'une sorte de rigidité. Évidemment, la psychologie, la véritable nature de l'homme ne tient pas compte de cette rigidité-là, parce que la science, c'est une demi-vérité. Être et vivre, ce n'est pas une demi-vérité. C'est quelque chose qui englobe déjà présentement euh, ce qui est total. Et c'est la raison pour laquelle ça englobe ce qui est total, que ça englobe tout. Que ça tient compte d'une science que l'on connaîtra peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle, 2 siècles. Il ne faut pas être pressé avec les scientifiques. Euh, Quoi qu'il faut tenir compte quand même d'un beau développement à certains niveaux, particulièrement la médecine, euh, des nouveaux matériaux. Donc, à ce niveau-là, c'est très intéressant. Je ne dénigre pas en aucun point, vous le comprendrez, la science. Je dis simplement que c'est le mieux de ce que nous connaissons présentement. Elle ne tient pas compte de l'être humain au sens où je l'aimerais. C'est-à-dire que avant d'aborder des termes comme la métaphysique, il faut comprendre que la science, c'est quelque chose qui ne comprend pas encore l'être humain.
c'est à peine si les psychologues peuvent arriver à comprendre le problème d'un individu, que la psychiatrie est un échec presque monumental, à part de prescrire des médicaments qui vont falsifier l'équilibre psychologique d'un individu sans régler absolument rien, et que c'est le travail qui revient à des psychologues. Donc, on ne connaît pas le comportement psychologique de l'individu. À ce niveau-là, on pourrait peut-être même qualifier euh, presque d'une totale ignorance. En ce qui concerne la neurologie, ce qui concerne les neurologues, les gens qui se passionnent pour le système nerveux, le cerveau, on ne sait pas encore tout à fait si, par exemple, les phénomènes de sortie hors corps sont des phénomènes qui relèvent de la neurologie pour eux, qui sont habitués plutôt de travailler avec des rats que de travailler sur des êtres humains. Et c'est évidemment qu'il y a une grande différence parce qu'un rat, c'est un animal assez limité en laboratoire. Un cochon d'Inde aussi. Mais lorsqu'on arrive à la complexité de l'être humain, évidemment que ce n'est pas les neurologues, dans leur science, qui peuvent nous renseigner. Ils peuvent peut-être nous dire qu'il y a certaines choses qui se déroulent au niveau du cerveau humain. Si quelqu'un fait un ACV, euh, c'est bien entendu qu'ils connaissent bien mieux leur science, mais ce sont des sciences limitées. Quoique très valables, elles sont tous limitées à la compréhension du paranormal. Je regardais encore un film sur Carl Gustav Jung hier, mais je pense que ça s'appelle Méthode dangereuse. Et je voyais cette espèce de chicane entre Carl Gustav Jung et Freud à partir du moment où Carl Gustav Jung a commencé à s'intéresser à la parapsychologie. Freud s'est dissocié de Carl Gustav Jung. Mais évidemment, on est dans les années 1920. Donc, ça vous donne un peu un exemple de ce conflit de la compréhension de l'être humain qui est non résolu. C'est-à-dire que la parapsychologie, beaucoup de scientifiques se sont tenus très loin de ça parce qu'ils ont une sorte de peur de l'incompréhension. En même temps, c'est pas payant, c'est plus payant de placer des médicaments sur le marché. On ne comprend pas tout à fait le comportement humain. Mais ça n'empêche pas un être humain de vivre du paranormal puisque ça fait partie de la nature des choses. Alors, la science est très loin en arrière et je crois qu'elle va le demeurer encore un bon bout de temps. Ça veut dire environ entre 40 ans, à aller jusqu'à 70 ans. C'est à partir du moment, bien entendu, où les gens vont s'intéresser au paranormal que les scientifiques vont être obligés de mettre entre parenthèses la pensée scientifique et peut-être de développer des budgets euh, pour s'y intéresser davantage que des médicaments. Comprenez-vous, il y a des gens présentement qui peuvent guérir avec leurs mains. Il y a des gens qui peuvent guérir à distance. Il y a des gens qui peuvent arriver à guérir par la pensée. Donc, il y a dans tous les pays du monde entier des guérisseurs. Et bien entendu que la science n'en tient pas compte, peut-être, mais c'est là. Alors, je dirais que, pour revenir à notre sujet, que la synchronicité est une des choses sur 100, sur 100 autres phénomènes extraordinaires, du potentiel de l'être humain de pouvoir s'explorer et explorer l'univers à deux niveaux. L'univers dans lequel nous vivons et l'univers dans lequel je vis en tant que personnalité, en tant qu'être, en tant qu'absolu, comme si la conscience possédait de fins filaments pouvant s'étendre dans l'infini de notre entourage.
qui avait le pouvoir de toucher le monde. Et une fois que le monde est touché, de nous le ramener sous forme de représentation que nous appelons des moments synchrones, des moments de ressemblance. Comme si à la fois le monde était comme en nous, compressé dans des pensées, dans une attitude psychologique, dans une manière de voir le monde, ensuite qu'il était éjecté au niveau électromagnétique, comme s'il allait toucher l'univers au complet, et que dans un troisième mouvement, il était ramené à nous. Donc, on peut dire ceci, penser n'est pas une fonction qui est sans effet. La pensée est donc un acte, est donc une action aussi véritable que si vous décidez, par exemple, de prendre un verre d'eau, de marcher sur la rue, d'entrer dans votre voiture. Donc, penser, c'est un acte. La relation maintenant que vous établissez avec vous-même, à quoi pensez-vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous détestez? Ça, c'est un acte. Et c'est un acte par lequel une transformation intérieure va établir avec le monde, comme si votre modification de conscience ou la perception que vous avez de vous allait établir avec le monde une modification, non seulement dans la perception du monde, mais une modification dans le fait de recevoir, car nous recevons les effets de la perception. Donc, je me donne au monde et le monde se donne à moi. Alors, la synchronicité n'est rien d'autre qu'une rencontre avec soi-même à travers le monde, à travers ce qui me semble, a priori, être à l'extérieur. C'est comme si c'était une sorte d'extériorité introvertie qui avait la capacité de revenir à nous sous forme de représentation, sous forme de pensée pure, sous forme de pensée tout court, sous forme d'inquiétude, sous forme de sérénité. Il n'y a pas dans la synchronicité de discernement. C'est-à-dire que la synchronicité ne représente pas des mauvais, ne va pas juger si le mouvement de votre conscience est quelque chose de limpide ou si c'est quelque chose d'affreux. Ça agit un peu comme l'électricité qui passe dans un film. Alors, l'électricité qui passe dans un film ne va pas se demander à quoi elle va servir. Est-ce qu'elle va allumer une lampe? Est-ce qu'elle va être utilisée pour le faire à repasser? Est-ce qu'elle va être utilisée pour faire fonctionner un électroménager, une vadrouille? L'électricité ne se pose pas de questions à part. C'est la même chose pour la pensée. La pensée est un phénomène qui passe et la synchronicité est un phénomène de réponse à la pensée. Donc, c'est-à-dire à l'état intérieur qui se produit en vous, à l'état intérieur de la conscience, à l'état intérieur du résidu de la mémoire inconsciente, c'est-à-dire du subconscient. À la potentialité de l'inconscient, j'entends par inconscience la possibilité de l'infini en soi. J'entends par subconscient les anciennes pensées d'autrefois avec lesquelles nous sommes en hypnose. Euh, et ça, c'est très important parce que je crois que la personnalité d'un individu est plus hypnotique. C'est-à-dire que nous croyons être une personne, alors qu'en fait, on est une idée conçue par le monde. Et passer à la conscience, c'est se soustraire de cette idée conçue par le monde pour être réellement ce que l'on est. Et c'est à partir de ce moment-là uniquement que nous rencontrons dans la synchronicité
des gens qui vont réellement nous ressembler, parce que nous ne pouvons pas rencontrer quelque chose de réel tant que nous ne sommes pas devenus. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens n'ont pas une vie adéquate. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens ont une vie déphasée avec leur véritable moi. C'est la raison pour laquelle les gens sont insatisfaits de leur vie. C'est qu'ils ne sont généralement, n'ont pas établi avec eux une relation qui est claire, une relation qui est limpide, une relation qui est belle, une relation qui est simple, une relation qui n'est pas difforme. Ils n'ont pas établi en eux-mêmes une conscience suffisamment élevée pour pouvoir se détacher de leur ego euh, sans le détruire. Ce n'est pas nécessaire de détruire un ego. Hein. Euh, Beaucoup de penseurs hindous vont dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessaire. Il faut simplement être capable de s'observer, d'observer les effets de la mémoire, ce que l'on est véritablement, ce qui nous fait plaisir, ce que l'on a réellement le goût de faire dans la vie. Je ne suis pas personnellement un individu de compromis. Je ne suis pas personnellement un individu de concession. Euh, j'ai remarqué avec le temps que la facilité, chez moi, c'est quelque chose de limpide. C'est-à-dire que lorsque je vais dans un domaine que j'aime, qui est tout à fait contraire à la société, au sens que je me rends compte que je vis dans une société où les gens ne font pas ce qu'ils aiment. Deux, ne se connaissent pas. Trois, ne veulent absolument pas se rencontrer. Euh, Puis il y a toutes sortes de cours pour y arriver à ne pas se rencontrer, c'est-à-dire à ne pas se regarder véritablement. Mais évidemment que tant que cette étape-là n'est pas faite, l'individu ne peut pas faire arriver à lui des choses limpides. Comprenez-moi bien, le monde, c'est un théâtre. Les gens que vous rencontrez à tous les jours, des acteurs. Et puis vous êtes le metteur en scène. Vous êtes une sorte de projectionniste. Euh, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. Alors, je m'en allais acheter un objet. Et je me suis dit dans ma tête, en fait, je me suis dit, ou ça plutôt ça a dit dans ma tête, si vraiment c'est pas une bonne chose à faire, avertissez-moi. Et j'ai eu l'impression que cet avertissement, ça pouvait être ma voiture qui tombe en panne. Évidemment, la semaine dernière, il faisait environ -22 à Montréal, ce qui est excessivement froid. Les gens de la France vont le comprendre. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé chercher l'objet en question, qui était en spécial. La voiture a tombé en panne. Je n'ai eu que 2 pannes dans toute ma vie. Alors, c'est une crevaison. Il a fallu faire venir une remorque. Alors, je suis rendu maintenant au niveau de ma pensée. Faut que je fasse attention à tout, évidemment. Euh, c'est un moyen de se donner la réalité. Euh, Comme si nous avions le pouvoir constant de créer le réel. Ça, c'est très important là, ici parce qu'on est au cœur de l'explication de la magie. On crée du réel. On constitue le monde. C'est pas des plaisanteries. Continuellement, on se parle à nous-mêmes à travers des commerciaux qu'on voit à la télé, des panneaux qu'on voit sur les autoroutes. On a à se poser une question, puis le panneau va répondre. Ne faites pas cela. Allez-y maintenant. Foncez. Comme si continuellement le monde était une sorte de montage, de matrice, répondant à l'intériorité.
Comme si, par exemple, vous vous posez une question, vous passez devant le téléviseur, puis le téléviseur vous répond en disant, je ne sais pas si je devrais faire ci ou faire ça. Vous passez devant le téléviseur et au moment où vous passez, ça vous dit, allez-y. Alors, c'est très étrange, mais évidemment, ça m'a pris une trentaine d'années d'observation pour dire, OK, c'est vraiment ça. Le monde est à la fois à l'intérieur, quoiqu'il semble être à l'extérieur. Alors, vous comprenez que ça me permet de comprendre beaucoup de choses dans la synchronicité quand les gens viennent me voir et qu'ils me parlent de leur maladie ou des maladies des gens qu'ils ont connus, ou de leur malheur, des choses qui fonctionnent mal, euh, que j'arrive à comprendre et à percer par la vibration qu'ils dégagent, que ces malheurs, que ces choses qui leur arrivent ne sont pas totalement étrangers à eux-mêmes. Donc ça a été la plus grande découverte. Puis c'est la chose qui m'est souvent la plus utile en consultation, pour ne pas dire toujours. Mais évidemment que je ne vais pas utiliser, je me suis mis en vacances depuis ces derniers temps, je n'utilise pas tellement la psychologie. Je suis rendu maintenant que je prends une feuille de papier et j'écris des petits dessins en laissant passer euh, des forces, qu'on pourrait dire presque des entités, qui vont fournir des informations pour la personne. Ensuite, s'il le faut, je peux revenir à l'analyse pour conclure ou donner des outils à la personne. Parce qu'on ne peut pas être un véritable voyant dans la conscience pour dire seulement il va vous arriver ceci ou il va vous arriver cela. Je crois que la véritable voyance consiste à dire il pourrait vous arriver ceci ou cela, mais vous pouvez changer tout. Parce que le devoir d'un individu qui est dans sa conscience, c'est de rendre le monde conscient, dans la mesure où on lui demande. Vous comprendrez que les gens qui viennent me voir sont aussi en relation avec moi. Nous n'avons pas, je ne rencontre jamais des événements ou des gens qui sont séparés de moi. Donc, lorsque, par exemple, je vais dans la nature, dans des réserves orphaniques, ben, je rencontre des gens qui me disent bonjour, qui vont parler de choses auxquelles je m'intéresse, sans qu'on se parle, sans qu'on en ait parlé déjà d'avance. C'est comme si ces gens-là me connaissaient déjà, bien que je les rencontre pour la première fois. Alors, dans la synchronicité, il y a un mouvement de télépathie. Dans la synchronicité, il y a un mouvement de voyance. Il y a un mouvement où tout concorde profondément avec mon intériorité. Non pas avec juste ma volonté, mais tout ce que je suis. Et en fait, on est continuellement branchés, comme si nous étions dans une sorte d'Internet cosmique. Mais on peut aussi, lorsqu'on passe à la conscience, nous ne sommes pas obligés euh, de partager la merde du monde, si vous me passez l'expression. Nous ne sommes pas obligés de vivre les catastrophes nucléaires, les inondations, les problèmes, les guerres. Nous ne sommes pas obligés de vivre ça. Mon monde est un monde de paix. Je protège donc ma sensibilité. J'ai une intelligence que je ne dissocie pas de ma sensibilité et que j'oriente le plus possible vers le plaisir, vers la joie, vers le fait de découvrir le monde d'une manière qui est magistrale. Donc, je me sens un peu comme un aventurier de l'infini, mais connaissant quand même certaines routes. Et c'est très important de comprendre que la synchronicité, c'est le début. Maintenant, placez-y la synchronicité comme abolition d'espace et du temps. Placez-y la télépathie comme un moyen d'abolir l'espace.
placez les événements que vous vivez dans votre vie comme étant une synchronicité et comprenez que vous avez aussi des facteurs de protection. Parce que les facteurs de protection ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de vous. Ils viennent de ce que vous placez en vous comme sérénité. Le monde n'est pas protégé, c'est-à-dire qu'il court à sa catastrophe et à sa perte psychologique. La majorité des gens mariés éprouvent de très grandes difficultés. Pas tous, heureusement, mais la vie n'est pas facile. Mais les gens ne sont pas conscients. Et à partir du moment où vous commencez un travail sur vous, c'est pas un travail qui est facile. Passer à la conscience consiste à un dur labeur de travail sur soi, d'honnêteté, sans avoir besoin toujours de courir après un psychologue, avec lequel ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a des bons, ça peut prendre moins de temps, mais ça prend des gens efficaces. Les psychologues sont souvent des agents de réinsertion sociale, pas un individu dans la philosophie comme moi. Je suis un être de liberté. Je ne cherche pas à intégrer les gens dans le monde. Je cherche à intégrer les gens en eux-mêmes pour qu'ils puissent communiquer dans le monde une force en eux, continuellement active, productive, permettant de modifier la structure du monde. Et ça, je le redis, de modifier continuellement la structure du monde, de le changer. Alors, on change le monde par en dedans. On ne change pas le monde par en dehors. Alors, j'ai la responsabilité de ne pas regarder un film d'horreur, que ce soit devant la télé ou que ce soit dans le monde. J'ai la responsabilité de surveiller ma sensibilité. J'ai la responsabilité de surveiller mon intelligence. Et je considère les gens comme possédés par une sorte d'entendement collectif du mal, comme si le mal est quelque chose de normal, comme si souffrir est quelque chose de normal, comme si le fait que rien fonctionne dans la vie est quelque chose de normal, comme si le fait que ça fonctionne bien, à part certains moments dans la vie, est quelque chose de normal. Eh bien non, je ne vois pas la vie sous cet angle-là. J'ai rencontré dans ma vie des êtres qui sont beaux. J'ai rencontré dans ma vie des êtres intelligents. Et j'ai rencontré des êtres remarquables. J'ai vu, en comparaison, des êtres qui ont de véritables lacunes psychologiques. On peut voir facilement sur la rue des êtres enfantins, infantiles, qui ne sont pas mûrs, qui ne se voient pas, que vous avez peut-être à votre travail l'obligation de côtoyer tous les jours. Et je n'ai pas de respect pour le manque d'intelligence, parce que les gens qui souffrent l'attirent facilement. Je ne parle pas de la souffrance initiatique, c'est autre chose. Donc, je veux terminer ce premier point de vue-là, qui est une souffrance collective qui est générée par l'imbécilité générale, par le manque de conscience, puis que ça va durer encore très longtemps. C'est la raison pour laquelle un individu qui effectue un travail sur lui-même est un individu qui ne peut pas être compris du monde, pour la simple raison qu'il n'appartient pas au monde. Et c'est son travail à lui. Il ne suit pas le sillon du monde, il suit le sien. Il n'attend pas qu'on l'aime avant d'être heureux. Il s'aime d'abord. Et ensuite, si quelqu'un l'aime, tant mieux. Mais ce n'est pas une priorité dans sa vie.
l'être humain dans sa conscience, l'être humain complet, n'attend pas après une douce moitié. Parce que une douce moitié, plus une douce moitié, ça reste deux moitiés. C'est-à-dire deux choses qui fonctionnent à moitié. Il faut comprendre ceci. Je parle d'un individu qui en soi vit une plénitude, une tranquillité, une sérénité, qui a congédié l'imbécilité du monde et que tout le monde peut rejeter parce qu'il ne va pas nulle part, il ne va pas avec tout le monde. Il n'est pas, il n'est pas comme tout le monde. Mais non, bien entendu, qu'il ne peut pas être comme tout le monde puisqu'il est lui-même. Quand on est soi-même, on est unique. Et le but de notre infini, c'est justement, en étant unique, de permettre de créer une œuvre qui est unique, de créer quelque chose qui ne ressemble pas à ce que les gens vivent, qui n'a rien à voir avec ce que les gens ont l'habitude de vivre. C'est des gens qui vont vivre d'une manière différente. Ce sont des gens qui vont créer une œuvre qui est différente. Maintenant, je voulais revenir à la solitude initiatique. C'est bien entendu que, à partir de la souffrance initiatique, c'est bien entendu qu'à partir du moment où un individu est lui-même, il ne peut pas être accepté, il ne peut pas être compris. Donc, pendant un certain temps, il va se sentir isolé, seul, incompris, homme, femme, pour la simple raison que ce qu'il vit intérieurement ne peut pas être saisi du monde. D'abord, premièrement, c'est des gens qui augmentent leur niveau d'intelligence. C'est des gens qui vivent en flottant sur l'eau. C'est des gens qui peuvent marcher sur l'eau au sens symbolique. C'est des gens qui ne coulent pas. C'est des gens qui font des choses comme personne n'en fait. Ils ne vont pas dans le sens du monde. Ils sont eux-mêmes. Donc, le projet d'être unique consiste à apparaître, à se dégager du paraître. Le projet d'être au monde consiste à sortir de sa coquille, de son cocon, de cesser d'être une larve rampante pour passer à la dimension du papillon. Quand tu as des ailes, ben, tu t'envoles dans la direction que tu veux. Et s'ils vendent trop fort, tu peux toujours t'accrocher quelque part en attendant que le vent tombe et que tu peux t'envoler. On sait que les papillons peuvent parcourir plusieurs milliers de kilomètres, comme le grand monarque. Alors, il n'y a pas véritablement de limite, sauf pour les gens qui s'en imposent. Et je dirais ceci, j'ai rencontré des gens de 75 ans qui sont extrêmement créatifs, euh, qui sont dans leur conscience, qui sont dans leur paix. Puis il y a des gens à 75 ans qui ne comprendront rien, pas plus que lorsqu'ils avaient 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ils n'ont pas accès à ces formes d'intelligence, parce qu'il y en a plusieurs, à ces niveaux d'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des individus sont confinés à une intelligence qui est restreinte, qui appartient au monde et qui n'appartient pas à eux-mêmes, dans le sens qu'ils sont encore dans leur cocon et qui ne vivent pas en fonction de leur véritable identité, puisqu'ils ont une identité multiple, névrosée, fracassée, qui n'appartient pas à leur intelligence véritable, mais qui appartient à une collectivité. Maintenant, si vous regardez les 4000 dernières années de l'évolution de l'homme, au niveau de la collectivité, c'est pas brillant. 4000 ans d'inconscience, et si on regarde juste les 3 derniers siècles, si on peut regarder les 5 derniers siècles, il n'y a pas vraiment eu d'époque où les gens ont été épanouis, il n'y a pas eu vraiment eu d'époque où les gens ont vraiment vécu dans leur civilisation un bonheur dans leur civilisation où il n'y a pas eu suffisamment d'intelligence pour passer à autre chose qu'entre deux guerres.
Donc, il n'y a pas eu de civilisation idéale. Il n'y a pas eu de civilisation parfaite. Puis il n'y en aura jamais non plus. Cependant, même au cours de la dernière guerre mondiale, ça n'empêche pas des individus de passer et de vivre un certain bonheur s'ils ne sont pas... vous savez, il y a toujours de la campagne. Hein? Il y a des individus qui peuvent se retrouver en campagne et vivre avec eux-mêmes, une relation qui est reposante. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a une guerre que vous êtes obligé d'en faire partie. Alors, je vois donc, comme chez Carl Gustav Jung, la guerre comme étant un défoulement d'un moi non réalisé qui va se transmettre au niveau de la collectivité. La guerre est donc une représentation d'un mal-être intérieur qui va se projeter dans le monde. Euh, la guerre est une insatisfaction, est un manque à être véritable avec soi. Et elle correspond à une démonstration dans le moi collectif, à un mal-être, à un être qui ne passe pas, à un être qui n'est pas dans son intelligence, à un groupe de personnes qui ne passent pas à la conscience. Alors, vous comprendrez que mon point de vue sur la guerre est très différent de la majorité des gens qui souffrent de sensiblerie chronique. Je vois la guerre comme étant l'élimination de gens inconscients par d'autres mondes totalement inconscients. Et si vous voulez, pour moi, ça nettoie la place. Parce que la planète est faite pour des individus intelligents. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc, on est en très grand danger d'élimination collective en ce qui concerne la loi générale. La loi générale ne tient plus. Elle ne tient plus en Europe, elle ne tient plus aux États-Unis, elle ne tient plus au Canada. Et on connaît ce qui se passe au Moyen-Orient aussi. La loi générale ne tient plus. C'est un effondrement collectif, c'est un effondrement dans la capacité de devenir intelligent. Alors, ça développe une synchronicité mondiale, ça développe des concepts, ça développe des situations géographiques d'autodestruction. Donc, des situations où il va y avoir des conflits mondiaux, des petits conflits mondiaux par-ci et par-là, qui vont éclater dans la figure d'une ou plusieurs sociétés, et aussi d'une angoisse collective où les gens qui ne sont pas encore au monde et qui font partie de cette angoisse euh, vivent collectivement une très grande insécurité financière, vivent une insécurité qui constitue euh, la réglementation de la loi générale dans l'incapacité d'être. Donc, comme une sorte de incapacité dans la collectivité de passer au véritable moi, des individus restant dans le cocon, gardant une attitude d'état larvaire qui ne leur permettant pas de passer à la conscience, avec lequel il y a un désir de volonté, d'autodestruction, à la fois personnelle et à la fois collectif. Alors, je dirais qu'une guerre, les problèmes financiers, collectifs que nous vivons, c'est un accomplissement de l'autodestruction lorsque les individus qui composent une ou des sociétés, ou toute la planète au complet, n'arrivent pas à s'harmoniser suffisamment pour avoir le goût d'un bonheur intérieur, avoir le goût d'une fête, avoir le goût du plaisir, avoir le goût de l'épanouissement. Alors, quand on me parle de conflits mondiaux, je regarde la communauté dans laquelle je vis, je regarde la communauté internationale, je regarde l'inconscient, et c'est là qu'on peut se rendre compte facilement
qui a un problème et que ce problème-là est comme une sorte de marmite en attente de sauter. Et c'est ce que j'appelle des mouvements synchrones. Donc, il y a à la fois une synchronicité personnelle, mais évidemment qu'il y a une synchronicité qui est à la fois collective. Donc, la synchronicité n'est pas un événement électromagnétique personnel. La synchronicité est un mouvement d'énergie dans le monde, c'est un mouvement d'énergie dans tout ce qui touche l'univers dans lequel nous vivons. Donc, on pourrait dire que c'est notre voisin, notre quartier, notre ville, le pays dans lequel que nous habitons. Il y a donc un inconscient collectif perceptible. Si vous allez au Moyen-Orient, ben, vous allez ressentir une vibration de l'inconscient collectif au Moyen-Orient. Si vous allez en France, vous allez sentir l'inconscient collectif de la France, de l'inquiétude, par exemple, de l'euro. Si vous allez au Canada, vous allez ressentir quelque chose de perceptible aussi. Et la grande différence aussi entre le Canada et le Québec, ce n'est pas la même mentalité. C'est quelque chose de même, je dirais, très différent. Comme le Canada est différent de l'inconscient collectif américain. Je dirais que la chance que nous avons peut-être au Québec, c'est que nous n'avons pas cette impression d'appartenance à un pays. Donc, ça nous rend très libres. Notre individualité est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. On pourrait dire presque un manque d'identité, mais en même temps, c'est une grande valeur parce que c'est un manque d'identité qui nous oblige à forger notre identité, à créer notre véritable, je dirais, personnalité, notre être, qui est au-delà de personnalité. Parce que la personnalité en latin, ça veut dire persona. Persona, c'est masque. Alors, être au-delà du masque et de se décloisonner de ce que l'on pense être pour véritablement toucher l'essence de ce que l'on est en tant que totalité et toucher l'essence du monde. Maintenant, si vous avez suffisamment développé votre conscience, vous allez remarquer que le monde se comporte d'une manière qui est différente. Évidemment, lorsque vous atteignez une certaine conscience qui est beaucoup plus complète, vous allez remarquer que les gens qui sont intelligents le deviennent plus. Que vous allez remarquer que les gens qui ne sont pas intelligents le deviennent encore plus. C'est-à-dire que dans l'observation de la conscience, vous allez remarquer, au fur et à mesure où vous grandissez intérieurement, que les imbéciles sont un grand nombre et que leur condition mentale est atroce. Et vous allez remarquer que les gens intelligents sont de véritables soleils. Alors, vous allez vous demander si vous êtes peut-être fou au début. Ben non, c'est une véritable observation du monde. Évidemment que ça change les rapports entre les hommes et les femmes. Les gens conscients veulent rencontrer des individus qui sont brillants, non pas intellectuellement, qui cloisonnent dans l'ego en disant qu'ils savent ceci ou qu'ils savent cela. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une intelligence silencieuse. Je parle d'une intelligence tranquille, mais une intelligence qui sait ce qui est fondamental et qui peut le différencier de ce qui ne l'est pas. Je parle d'une intelligence qui connaît les véritables valeurs. Et entre autres, une de ces valeurs-là qui est très importante, apprendre que l'argent, c'est quelque chose peut-être d'intéressant, mais ça ne fait pas le bonheur. Et c'est à peine si ça rend le malheur confortable. Pour la simple raison que si vous avez le moindre problème de santé, ça tient très peu. Donc, passer à la conscience, c'est changer la relation que l'on a avec le corps. Passer à la conscience, c'est les cellules du corps qui le ressentent. Le corps n'est pas uniquement un objet matériel. C'est un objet qui contient des matériaux.
Un corps peut écouter la conscience. Un corps ressent la conscience. Un peu comme les animaux qui sont autour de vous et les plantes. Ils captent continuellement d'une manière synchrone, avec la synchronicité projective, ils vous captent. Votre environnement est quelque chose qui vous capte. C'est quelque chose qui vous répond aussi. Par exemple, si vous avez de la conscience, ben, les plantes n'ont pas tendance à se dessécher rapidement, même si vous avez oublié de les arroser. C'est très étrange. Vous établissez avec les animaux, les plantes, une harmonie, mais par contre, lorsque vous échappez à atteindre cette harmonie-là, qui n'est pas facile à atteindre dans un monde inconscient, ça je tiens à le spécifier, ce n'est pas facile à atteindre dans un monde inconscient. Il faut comprendre ici que je parle en termes de minorité de monde. C'est une minorité, ça, de gens qui effectuent un travail sur eux. Les autres pensent effectuer un travail, mais en fait, ils forcent à essayer désespérément de comprendre qu'est-ce que leur personnalité. On ne peut pas s'en sortir en pensant au passé, parce que vous allez donner de l'importance au passé. Je pense que c'est l'erreur en général des psychologues. Ils pensent au passé, ils ne pensent pas en termes du futur, ils ne pensent pas en termes du présent. Le passé vient les parasiter. Euh, et ce qu'ils utilisent comme temps est une projection dans le futur pour se sécuriser. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Se sécuriser en pensant à un futur meilleur, alors que lorsque vous êtes dans l'instant présent, lorsque vous vous occupez bien du moment présent, le futur est en train de se transformer, de se modifier. Et c'est ça qui fait partie de la synchronicité. Maintenant, je m'occupe de moi. Maintenant, je m'occupe de ma sérénité. Puis c'est comme si la sérénité avait ce pouvoir absolument extraordinaire de s'occuper comme d'une manière magique du futur, avec lequel il n'y a pas de mouvement d'insécurité. Il n'y a pas de pensée d'insécurité dans le futur. Alors que l'homme et la femme qui passent leur temps à faire des projets d'affaires, vous savez, contrôler le réel, c'est perdre le contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Moi, j'accepte de vivre dans un monde chaotique, dans un monde perdu, où je regarde j'allais dire mon semblable, mais c'est pas tout à fait mon semblable parce que je me sens pas chaotique. Mais j'ai l'impression, lorsque je regarde le monde autour de moi, de vivre dans un monde un peu cinglé, avec lequel je peux me dissocier. Évidemment, les gens vont me dire, mais vous nous comprenez pas. C'est pour ça que je ne fais pas des émissions à la grande télévision, pour la simple raison que je ne suis pas sûr que ce serait bien perçu. La télévision d'État, les journaux n'appartiennent pas à la conscience. Ils sont dirigés par des gouvernements, ils sont dirigés par des êtres inconscients, par des gens stupides. Et c'est la raison pour laquelle la moitié du journal est consacrée au sport et à la politique, deux choses totalement inutiles et qui mènent absolument rien au niveau de la conscience. Alors, nous, graduellement, au fur et à mesure où vous effectuez un travail sur vous, au fur et à mesure où vous effectuez un travail sur votre conscience et que vous adhérez à votre véritable intelligence, que vous arrivez à vous comprendre, que vous arrivez à vous aimer et cesser d'être en guerre avec vous-même, vous contribuez à la paix dans le monde. La paix dans le monde est un résultat de l'intériorité. Vous me dire, oui, mais est-ce que ça va empêcher des bombes d'éclater? Non, mais au moins, elle ne va pas vous éclater en pleine figure. Mais on ne peut pas empêcher des gens qui s'amusent avec que ça leur éclate en pleine figure. Je ne conçois pas qu'un individu qui a effectué un travail sur lui depuis des décennies ou qui commence à effectuer un travail sur lui-même, je ne peux pas concevoir ces êtres-là comme étant des gens qui ont à subir l'inconscience du monde, ont à subir la stupidité du monde. Et il faut comprendre ceci.
il faut remarquer qu'on ne va pas nécessairement vous comprendre, qu'on ne va pas nécessairement respecter parce que vous allez faire des jaloux. On va vous jalouser parce que vous allez réussir extrêmement facilement là où tout le monde échoue, là où les gens sont incapables, là où les gens n'ont pas d'intelligence, les gens ne l'ont pas. Et je dirais ceci, qu'en général, il y a tendance avec le monde à vivre, les gens vivent une sorte, d'abord premièrement, l'être inconscient ne sait pas pourquoi il est sur Terre, n'a pas créé de sens à sa vie et a à supporter le néant par rapport à la mort. C'est-à-dire que la question du néant pour lui est totale puisqu'il n'est pas encore au monde, il n'est pas concerné par la vie, il n'est pas concerné par la compréhension du monde, il est concerné par l'observation de la vie, il est concerné par l'observation de ce qui lui fait peur, il est concerné par les choses qui lui échappent, mais n'est pas concerné par il n'est pas concerné par cette stupidité, il est concerné simplement par son intelligence. Donc, le premier mouvement de l'individu qui va passer à la conscience, c'est un mouvement où l'individu va vivre pour lui. C'est-à-dire qu'il ne vivra pas pour les autres. Il va vivre pour lui-même. Il va se comprendre en lui-même à travers des perceptions extrasensorielles. Parfois, l'image d'un individu qui va travailler sur lui-même va être d'une très grande limpidité. À d'autres moments, s'il insiste trop, ça va être moins clair. Ça va être moins compréhensible. Ces choses-là sont normales. L'individu n'accède pas à une lumière ou à une parfaite compréhension de lui-même du jour au lendemain. C'est un long processus. C'est un processus d'écoute. C'est un processus de réalisation. C'est un processus, comme Carl Gustav Jung l'avait mentionné, c'est un processus d'autodivinisation où Dieu n'est plus situé à l'extérieur, mais en soi. Évidemment, lorsque vous savez que le monde est en vous, vous comprenez facilement le principe de la magie. Si je place le monde en moi, s'il n'est pas un élément qui est à l'extérieur de moi, je peux donc agir dessus. Et nous agissons dessus parce que nous prenons notre place. Lorsqu'un individu prend cette place et qu'il a décidé de vivre au nom de sa sérénité, de vivre au nom de sa conscience, de vivre au nom de son intelligence, le monde est obligé de s'adapter. Et c'est ce que j'appelle la synchronicité positive. Cependant, un individu rempli de problèmes, névrosé, qui ne se voit pas, va vivre la même chose. Sauf que son univers, les événements qu'il va faire arriver dans sa vie, ça va être tout croche. Puis là, on peut parler de magie noire. Alors, on est toujours en train d'agir sur l'espace. On est toujours en train d'agir sur le temps, sur les événements. Il n'y a pas d'arrêt. C'est quelque chose de perpétuel. Même lorsque vous dormez la nuit, vous êtes en train de constituer le monde, vous êtes en train de le créer. Cependant, il faut comprendre que j'expliquerai à un moment donné dans une autre conférence qu'il y a des interférences qui viennent d'un autre plan, des interférences. C'est-à-dire que l'inconscient collectif, c'est une entité. Puis dans cette entité-là, il y a des plans. Et ces plans-là interagissent. Donc, l'homme qui n'est pas dans sa conscience, la femme qui n'est pas dans sa conscience, a le monde contre lui-même. La conscience n'est pas quelque chose que le monde peut vous donner. Impossible. Une larve qui est dans un cocon et qui naît ne peut pas demander la permission à quelqu'un pour devenir un papillon. Il n'y a pas de permission.
elle ne peut pas avoir de l'aide non plus. C'est pas parce que vous allez passer à côté d'un cocon et que vous allez défaire le cocon si la larve n'est pas prête et que le papillon n'est pas prêt, vous n'allez pas aider le papillon à s'envoler, vous allez simplement détruire la vie que ça contient. Parce que ça prend un certain temps avant qu'il y ait cette transformation du chenil au papillon. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de facile, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel un individu peut intervenir. Vous ne pouvez pas toucher au cocon. Donc, ça veut dire que ça prend un temps d'observation, un temps d'incubation. Si vous prenez un œuf qui est trop tôt, ça va être excellent pour vos œufs le matin, n'est-ce pas? Ça va être excellent pour aller avec vos grillades. Il n'y a pas de problème. Mais si on laisse un œuf avec la poule, ben, ça va donner un poussin, comprenez-vous? Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Mais je ne pense pas que les œufs sont des créatures épanouies. D'ailleurs, je pense à peu près la même chose des poussins. Mais on peut dire que c'est peut-être plus agréable pour le poussin de sentir la chaleur de la poule et puis de commencer à manger sa nourriture que d'être un œuf, pour lui. Il y a des gens qui sont, vous savez, des œufs écrasés, qui ne pourront jamais le savoir de leur vie et qui sont avortés. Et il y a des gens morts qui se promènent comme des zombies sur la rue. Je ne suis pas du tout surpris qu'on en effectue des films et qu'on voit des zombies qui se promènent sur la rue. Et dans ces films où les zombies se promènent sur la rue, ils veulent manger une chose qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que les zombies, dans les films, veulent manger le cerveau des autres. Évidemment, je les comprends parfaitement bien parce qu'ils n'en ont pas. Alors, il y a comme un désir inconscient dans le cinéma américain. Nous ne voulons pas votre vie, nous voulons simplement vous manger le cerveau. C'est assez compréhensible parce qu'un zombie, un apporté, n'en possède pas. Il ne possède pas d'être. Il ne possède pas de moi unique. Il met les deux bras en avant, puis il s'en va, n'est-ce pas, essayer de manger le cerveau de quelqu'un. Il y a beaucoup de zombies et il y a beaucoup de vampires. Les vampires sont très à la mode. Les vampires sont des gens qui existent réellement. Je m'explique. Les vampires sont des gens qui manquent d'être, qui ne sont pas heureux, qui ne savent pas aller chercher une belle énergie dans des lieux qui peut les énergiser ou avec des gens qui peuvent les énergiser. Alors, tout ce qu'ils pensent, c'est de manger les autres et c'est de sucer à la mauvais endroit, au mauvais endroit, dans le cou, représenter d'étranges personnages qui mordent le monde. Il y a des fous, vous savez, qui peuvent vous mordre sur la rue un peu partout, qui peuvent vous vampiriser littéralement et vous assécher de votre sang parce qu'ils n'ont pas d'être. Alors, ce sont des images. Ce sont des images cinématographiques pour dire que quand on n'est pas, on devient une sorte de vampire parce que les gens ont besoin de l'énergie des autres. Ils n'en possèdent pas. Ils ne sont pas là. Ils sont continuellement à la recherche de proies. Ils sont continuellement à la recherche d'individus, de victimes. Ce sont des prédateurs émotifs. Alors, évidemment, lorsqu'un individu passe à sa conscience, lorsqu'un individu est dans sa synchronicité, mais dans sa conscience, parce que la synchronicité est là pour tout le monde, mais lorsqu'un individu passe à la conscience, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que l'individu peut casser les dents d'un vampire. Ça ne marche plus. Un individu qui passe à sa conscience ne peut pas garder un emploi qu'il n'aime pas, particulièrement s'il travaille avec des gens désagréables. Un jour, l'abcès va crever. Ça ne fonctionnera plus. Mais lorsqu'une personne est dans sa conscience, lorsqu'une personne est dans son intelligence, elle est forcée
de rencontrer des gens, elle est forcée de rencontrer des gens dans la synchronicité qui va se rapprocher de son intelligence. Donc, ce n'est pas nécessaire de courir après, étant donné que vous savez que l'extérieur et l'intérieur sont des correspondances. On va attirer automatiquement des gens qui ont cette intelligence de nous comprendre, possèdent cette intelligence, et que ce sont en général des gens qui peuvent nous appuyer dans notre démarche, nous aider dans notre démarche. Tous les autres sont bons pour les incinérateurs, Novallonie, sont bons pour les bombes atomiques, sont bons à pas grand-chose. Donc, je vois pas vraiment je vois une planète qui est absolument extraordinaire, qu'on appelle la Terre, et on parle de pollution, on parle de trous d'ozone, on parle de problèmes de pollution, de réchauffement. En fait, tout ça représente des états émotifs des gens qui sont sur Terre, qui vont créer ce genre de phénomène-là comme une sorte de manifestation nerveuse. C'est une manifestation démontrant la pollution psychologique des individus qui composent la Terre. Alors ça, il faut comprendre cette chose-là. Le monde à l'extérieur est exactement le monde à l'intérieur, comme un miroir. Le monde est un miroir, continuellement, autant pour le meilleur que pour le pire. Alors, c'est une question de transformation, c'est une question d'attitude, c'est une question de changement intérieur qui permet à l'individu d'accéder à un changement de conscience. Et changement de conscience va changer la perception du monde. Et changer la perception du monde, c'est ça donner un monde à vivre, des événements à vivre qui sont complètement différents de ceux que nous avons l'habitude de vivre. C'est accéder à une très grande facilité. C'est accéder à une vie qui n'est pas accessible pour la majorité des gens. C'est donc accéder à une plus grande compréhension de l'univers. Ça va très loin. Parce que si un jour vous avez à rencontrer des entités invisibles qui se matérialisent devant vous, qu'on appelle fantômes, ou des extraterrestres, ou des êtres extradimensionnels, vous allez simplement regarder pour savoir si ces créatures-là ont quelque chose d'intéressant à vous dire, s'ils sont brillants, intelligents. Puis ça, c'est comme rencontrer des amoureux. Hein? C'est comme rencontrer des gens en couple. Si vous rencontrez des extraterrestres qui ne font pas votre affaire, puis c'est des niaiseux, vous allez leur dire, ben, monte dans ta soucoupe volante et envole-toi très loin. C'est la même chose. Voyez-vous, ça doit être une union d'intelligence, ça doit être une union de correspondance, ça doit être une union d'harmonie, de changement, de transformation intérieure. La seule chose que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas compter sur le monde. Vous pouvez compter sur certaines personnes intelligentes, les gens que vous attirez à vous. Moi, évidemment, ce qui m'a aidé beaucoup dans ma vie, c'est d'avoir rencontré des gens intelligents, c'est de les avoir fréquentés pendant de nombreuses années, de me tenir avec des gens avec lesquels je pouvais être bien, parce qu'on pouvait discuter des mêmes choses, qu'on pouvait comprendre les mêmes choses, et que ceci est quelque chose d'absolument capital, parce que si vous ne rencontrez pas ces gens-là, cet appui vibratoire-là, cet appui énergétique-là, vous allez trouver le temps long. Donc, un individu, normalement, dans sa conscience, peut traverser des périodes de solitude, mais cependant, il n'est jamais isolé. Il peut bénéficier aussi d'une capacité énergétique qui n'est pas dans la norme de l'être humain inconscient. Je vois maintenant que le temps défile extrêmement vite. Alors, je me demande, dans cette conférence, à venir jusqu'à maintenant, si vous n'auriez pas le goût de me poser des questions
tout comme ça, des choses, des points que j'ai mentionnés, que vous aimeriez éclaircir, mieux comprendre. Alors, si vous avez des questions, Pierre, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, je pense que ce serait intéressant parce que ça va faire comme... Oui, c'est ça. Bon, alors, c'est ça. Alors, si vous avez des questions, même si vous croyez que ces questions sont peut-être pas appropriées, arrêtez de vous casser la tête avec ça. Que les questions soient appropriées ou pas, ça ne dérange rien. Euh, je vais les rendre compréhensibles, accessibles. Euh, il s'agit d'un individu dans la conscience, n'est-ce pas, qui s'ajuste. Je suis capable de m'ajuster à votre question. N'ayez pas de peur concernant si la question est appropriée ou pas, parce que j'aimerais ça beaucoup qu'on développe également votre point de vue, votre manière de voir les choses. La seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas parler de votre vie personnelle. Je dirais que ça reste au niveau de la métaphysique. Alors voilà, je vais vous donner comme ça un petit 30 secondes. Si je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre. OK, donc il y a Daniel qui est en train de nous écrire une question. Quel outil peut-on avoir pour ne pas se sentir isolé dans notre entourage lorsqu'on devient plus conscient? C'est relatif. Je n'ai pas besoin de vivre à proximité de quelqu'un. C'est-à-dire que je vis une très grande sérénité. Ce que je vais vous dire va vous sembler peut-être même étonnant. En général, les gens qui n'ont pas ma vibration, euh, je prends du temps, là. D'abord, j'évite d'avoir une conversation au niveau du mental. Premièrement, il faut comprendre que je reçois des gens en consultation ou par téléphone. J'ai donc besoin, pour être capable de bien travailler, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de m'énergiser. Donc, c'est toujours l'élément de la nature qui va me fournir cette chose-là. C'est mon outil. Et je ne me sens jamais seul. Pour la simple raison que c'est mes amis à moi qui me disent, Normand, tu ne nous téléphones pas du tout. Je pourrais prendre juste le téléphone ici et avoir juste ce soir peut-être 3 ou 4, 5 ou 6 personnes qui aimeraient ça, me voir. Et finalement, ils me disent toujours, c'est drôle, on est 6 mois, tu ne nous téléphones pas, etc. D'abord, premièrement, tout comme Pierre, euh, Pierre travaille beaucoup, mais c'est dans un domaine qu'il aime. Et moi aussi, mais c'est dans un domaine que j'aime aussi. Donc, je n'ai pas cette impression de travail. J'ai l'impression de m'amuser. J'ai donc besoin peut-être de me retirer dans la nature. Puis il y a une chose qui va vous surprendre beaucoup, s'il y a des gens qui aimeraient ça m'accompagner dans la nature, puis je leur dis non. Parce que je préfère être seul, je me sens bien avec moi-même. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas une plaisanterie. Je me sens bien avec moi-même dans cette espèce de solitude parce que je ne vis pas au niveau de mon mental. Je vis au niveau de ma sérénité. Donc, ma sérénité, pour moi, c'est l'absence du mental. Je fais le vide pour faire le plein. Donc, je n'ai pas le besoin de... Ah ben ça va vous surprendre. Je n'ai pas le besoin de communiquer pour la simple raison que je communique présentement. Je communique à tous les jours. Mais pour une personne qui ne communique pas à tous les jours, ça peut être un petit peu plus difficile. Il faut que cette personne-là s'entoure de gens du niveau qui est le même.
C'est-à-dire, moi, j'ai résolu le problème par le travail que j'effectue à tous les jours. Ça, j'ai réglé ça. Les gens qui viennent me voir en consultation sont des gens ouverts au niveau mental, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Ils sont ouverts au monde invisible. Ils sont ouverts à la synchronicité. La comprennent, euh, la vivre à tous les jours. Pour eux autres, c'est pas quelque chose de sorcier. C'est quelque chose de simple. Mais pour quelqu'un, je dirais qu'il va falloir, qu'il faut qu'il arrive à se créer un système où il y a des gens intelligents avec lesquels il peut communiquer, ou alors il va être obligé d'être seul. Parce qu'il est préférable d'être seul plutôt que d'être entouré de gens qui sont inadéquats. Les gens inadéquats deviennent automatiquement des vampires. C'est-à-dire qu'ils tirent de l'énergie. Ils ne vous en donnent pas. Ça, c'est la grande différence. Les gens qui ne sont pas dans leur conscience tirent de l'énergie. Et si vous n'avez pas trouvé le moyen de vous ressourcer, ça va être fatal pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous sentir extrêmement épuisé. Étant donné que vous savez que je fais un travail avec l'invisible, pour l'instant, c'est invisible, remarquez, mais dans 50 ans, la science va être capable tout à fait d'expliquer ça au niveau de la physique quantique. On se comprend. C'est invisible, c'est une manière de parler. Mais c'est scientifique. Un jour, on expliquera ces choses-là. Dans le temps, si vous êtes vraiment déterminé, et je parle à la, je pense à Gabi qui m'a posé la question. Bon, Daniel, quel outil peut-on développer? Moi, je dirais se retirer, ne pas communiquer à des individus qui ne sont pas au même niveau, ne pas essayer de se faire comprendre. Ça, c'est une bonne chose. Taisez-vous. Essayez pas d'expliquer des choses occultes à des gens qui ne sont pas prêts à recevoir cet enseignement-là. Vous allez simplement pas être compris, c'est tout. Vous devez être bien avec vous-même sans le monde. Donc, le monde devient comme un supplément qui n'est même pas une complémentarité. C'est-à-dire, c'est un surplus. Le monde doit être un surplus. Il doit être supplémentaire. Là, je parle aussi au couple. Vous devez rencontrer quelqu'un de supplémentaire, mais non pas de complémentaire. Parce que si vous êtes une douce moitié, vous allez rencontrer une douce moitié. Soyez total et rencontrez quelqu'un qui est total. Mais ces choses-là prennent du temps. Alors, vous allez devoir gérer le temps dans des endroits, peut-être la nature, qui vont vous donner beaucoup d'énergie. C'est presque infaillible. La nature, on ne peut pas manquer son coup. Gabi, tout cela est très mal perçu par notre entourage. Comment le faire pour mieux passer sans se compromettre une journée? Je n'ai rien à foutre de mon entourage. D'abord, premièrement, Gabi, est-ce que croyez-vous que mon entourage s'occupe de moi? Je vais vous répondre, là, mon entourage n'a rien à foutre. Et si vous voulez quelque chose, quand mon entourage me voit envie de courir, mon entourage ne sait absolument pas comment marchander avec moi. Je leur fais peur. Et c'est un grand plaisir pour moi de les terroriser. Je suis la mort des vampires. Je suis le zombie céleste qui leur bouffe le crâne. Je manque jamais de nourriture. Parfois, oui, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment rien dans la tête. Donc, je suis la fin des vampires. Je ne suis pas leur crucifix parce que je ne suis pas tellement religieux, mais il y en a une couple que je brûlerais bien avec. Je veux la relire, cette question-là, parce qu'elle est importante, elle est souvent posée. Excusez-moi, l'image est un peu surexposée. Je ne veux pas ajuster la caméra, m'occuper de la technique. C'est parce que j'ai le soleil presque dans la figure qui rebondit un petit peu partout sur les objets. Alors, quand on a fait les tests tantôt, il n'y avait pas ce problème-là.
une discussion avec une autre personne puisse augmenter des consciences des deux personnes communiquent? Pas nécessairement, parce que la majorité des gens ont de l'ego. Je préfère, honnêtement, la technique que moi j'ai utilisée, c'est que je suis allé, vous faites ce que vous voulez avec ça, là. Moi, je suis allé écouter des gens dans des conférences qui avaient une très grande intelligence, ou lire des livres qui sont intéressants. Mais la discussion avec des égos, ça crée des flemèches, des étincelles. Il y a souvent quelqu'un qui va dire moi, je vois ça de cette manière-là. Moi, je vois ça de cette manière-là. Puis pour moi, la sérénité, elle ne peut pas être mentale avec quelqu'un. Pour moi, la sérénité, c'est l'absence du mental. Alors, quelqu'un va toujours me ramener au mental. Moi, je ne veux pas avoir de mental. Je veux avoir la paix. Donc, c'est l'absence même de la pensée qui me donne la sérénité. L'homme n'obtiendra absolument rien par la pensée. L'homme va atteindre quelque chose par l'absence de sa pensée et par la certitude de son être. Autrement dit, quelqu'un qui vit la sérénité n'a même pas le goût de commencer à réfléchir. Si quelqu'un a une sérénité, il ne peut pas y penser. Il ne peut pas penser. Quelqu'un qui a une sérénité, c'est l'absence de la pensée. Il n'est pas en train de faire des projets. La sérénité, c'est l'absence de projets. Je travaille beaucoup avec Pierre sur certains projets, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas l'habitude de penser que Pierre est quelqu'un qui pense beaucoup, qui organise beaucoup les choses et qui s'amuse beaucoup, mais je me rends compte que je ne suis pas un individu qui est habitué à fonctionner en utilisant le mental, parce que je suis totalement intuitif. Donc, entre autres, Pierre, c'est une très belle construction phénoménologique. C'est un individu qui apparaît, qui ajuste des choses qui vont très bien fonctionner sans que j'aie à m'en occuper trop. Alors, pour moi, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, ça, c'en est un exemple de solitude, sans être seul, avec des gens qui m'appuient. Bien, des gens comme ça dans ma vie, j'en ai eu au moins 5 qui m'ont aidé à faire les 29 ans de conférences que j'ai données. Des hommes, des femmes, euh, avec lesquels qui comprennent mon travail, qui comprennent mon œuvre et qui l'aperçoivent très bien et qui, je pense, en m'écoutant, comprennent très bien intuitivement ce qui se passe intérieurement dans leur transformation. Donc, on ne peut pas être isolé longtemps, mais on ne peut pas avoir l'appui de notre famille ou de notre entourage. Oubliez ça parce que la famille, c'est la loi générale. Donc, c'est la première chose qui va essayer de vous détruire. Autrement dit, la famille, c'est la crypte des vampires. Parce que dans la famille, il y a toujours un pouvoir de dominant-dominé. Dans la famille, dans la mère ou le père, frère, sœur, il y a toujours un rapport dominant-dominé. La famille, c'est la crypte du tétage et des vampires, parce que la famille symbolise toujours la société inconsciente. Il faut comprendre que ça ne viendra pas de là. Il y a très peu de chances que ça vienne de là. Tant mieux si dans votre cas, vous avez un rapport qui est extraordinaire avec la famille, mais ça ne peut généralement, puis ça je l'ai observé sur 30 ans, là, des gens aussi que je rencontre, ça ne peut pas venir des proches. Parce qu'ils connaissent votre mémoire, et ils ont établi depuis très longtemps un rapport dominant-dominé, et s'ils sont capables de vous écraser, ils vont le faire. Donc, ça ne peut pas venir d'un ancien conjoint. Ça ne peut pas venir véritablement de la famille. Non. OK. Pierre, tu me poses une question. Cela se peut-il qu'une discussion avec une autre personne puisse augmenter la conscience des deux personnes qui communiquent s'il n'y a pas de mouvement dans l'ego, s'il n'y a pas d'intellect et que la communication est télépathique? Oui. Parce que la compréhension des choses, c'est comme essayer de mettre l'infini dans un dé à coudre.
Donc, réfléchir pour moi sur l'univers dans lequel on vit, c'est réductif. La pensée, c'est essayer de prendre l'univers puis de la concentrer à peu près dans quelque chose de gros comme ça, bien petit, très petit. Et donc, c'est extrêmement difficile de réduire l'univers à un dé à coudre et dire voilà la vérité. On ne peut pas mettre un éléphant, on ne peut pas faire passer un éléphant dans le trou d'un aiguille. Et j'ai souvent cette impression-là lorsqu'on communique avec quelqu'un. Je connais de très grands intellectuels. J'en connais qui sont en philosophie, qui connaissent la pensée de plusieurs philosophes. Mais ce qui est phénoménal, ces gens-là qui ont dépassé même le doctorat, ne vivent pas une vie qui est facile, même pas au niveau du travail. C'est pour vous dire à quel degré l'intelligence fait peur, particulièrement au Québec. L'intelligence fait peur. Ça fait peur. Nous n'avons pas de tradition de grands penseurs. Les êtres qui sont eux-mêmes font peur. Alors, oui, ça peut augmenter s'il n'y a pas une tentative de vouloir comprendre. Si on laisse passer ça comme de l'eau, comme si vous étiez tous les deux dans un hamac et que vous disiez le ciel est bleu, c'est très beau, c'est intéressant. À peu près dans cet état-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez à l'horizon un gros nuage noir qui s'en vient, ça peut devenir inquiétant. À ce moment-là, c'est mieux de sortir du hamac. C'est ce que j'appelle le mental. Notre entourage, si je comprends bien, Gaby, tu poses une question, notre entourage a peur d'être seul. Si vous saviez comment est-ce que je m'en fous. L'entourage a peur d'être seul. Gaby, je ne peux pas avoir aucune forme de, je dirais pas de compassion, mais je ne sais pas si je comprends bien la question, notre entourage a peur d'être seul. Écoutez, moi j'ai dit tantôt que le monde peut exploser, ça ne me dérange pas. Le monde inconscient, je ne sais pas en tout cas si je saisis bien la question. Parlant de synchronicité, Pierre, parlant de synchronicité, comment faire pour faire arriver des choses consciemment et des choses peuvent-elles être très précises? D'abord, premièrement, Pierre, je dirais ceci. Je ne sais pas de faire arriver des choses. Elles arrivent. Quelqu'un qui est dans le mental peut essayer de faire arriver des choses, mais chez moi, les choses arrivent. Et le fait de désirer quelque chose crée en moi un manque. Et si ça crée en moi un manque, le fait de désirer quelque chose, ça va créer une perte de ma sérénité. Je ne suis pas dans le désir. Je ne suis pas un homme qui est dans le désir. D'abord, premièrement, je désirais vivre dans un monde où les gens sont conscients. Ça n'existera pas. Voilà ce que je pense du monde. Voilà ce que le monde me répond dans le monde. Ça n'existera pas. J'ai arrêté de lire complètement les journaux il y a à peu près de ça maintenant 2 ans parce que je n'étais plus capable de prendre les mauvaises nouvelles. Ça n'existera pas. Même si je le désire, ça n'existera pas. Parlant de synchronicité, comment faire pour arriver à des choses consciemment, peuvent-elles être très précises? Bien sûr, la synchronicité est aussi précise que nous sommes précis. Mais précis à travers une sorte de sérénité silencieuse. Précis à travers une tranquillité d'esprit. C'est difficile à expliquer parce que c'est un événement que vous devez vivre, que vous avez peut-être vécu à un certain moment donné dans votre vie. Admettons que vous partez en voyage, puis que vous n'avez pas de culpabilité. Je vais vous donner ça comme exemple. Admettons que vous partez en voyage, mais que vous avez l'impression que vous avez laissé derrière vous quelqu'un ou vos enfants. Vous avez décidé de prendre des vacances
sans inclure pendant ces 2 semaines-là vos enfants. Mais vous êtes parti donc avec une amie, puis vous êtes parti, vous êtes allé ailleurs. Un beau voyage sur le bord de la mer. Évidemment, vous pouvez le prendre de 2 façons. Vous pouvez vous dire, comment est-ce que mes enfants prennent ça? Là, il y a des femmes qui vont commencer à se dire, mes enfants sont comment? Est-ce qu'ils sont bien? Là, évidemment, si vous prenez le téléphone et que vous commencez à appeler vos enfants toutes les 5 minutes, vous êtes plus bien. Tout est dans l'art de partir en voyage et de ne pas penser aux enfants, de dire, bon, OK, là, ils vont s'organiser. Et puis, je tire sur le fil et je me donne le droit d'être bien sans avoir à penser à des inquiétudes. Donc, autrement dit, c'est l'art de se foutre la paix. Parce que le mental, lui, il ne lâchera pas. Il va falloir à un moment donné parler à votre mental, dire hey, écoute, là, c'est assez, je suis en vacances, puis je mets le monde en congé. C'est pas égoïste. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas assez d'énergie. Puis quand vous êtes de retour de vos vacances, vous allez être épuisé. Et puis vous ne serez pas heureuse. Parce que justement, vous n'êtes pas capable de laisser le monde fonctionner sans vous. Le monde va fonctionner sans vous. Puis quand vous ne serez plus là, le monde va encore fonctionner sans vous. Alors, je dirais qu'une des facultés de la conscience, c'est d'apprendre à comprendre que vous ne serez plus là un jour, pas sur cette terre-là, puis le monde va très, très bien fonctionner sans vous. C'est l'art d'être, alors ça, j'aime beaucoup ça, c'est l'art d'être inutile. Vous devez développer l'art d'être inutile. Faites quelque chose pour vous. Devenez inutile. Ça met un mental très, très tranquille. Alors, Madeleine, est-ce que j'ai raison de penser avec la famille qui est prête à t'écraser? Là, je ne veux pas devenir paranoïaque quand j'ai parlé de zombies tantôt. Là. Ce que je veux dire, c'est que dans la majorité des familles, ça se produit comme ça, parce qu'il y a des rapports dominants-dominés. On ne peut donc pas avoir une communication qui nous ressemble, donc biaisée. Malheureusement, je l'ai observé. Tout comme un environnement de travail où peu de gens nous ressemblent, même si je ne me sens pas seul. Et c'est sûr que l'environnement de travail est un environnement d'esclavagisme. Le travail est rarement, pour la majorité des gens, un lieu où on peut arriver à s'épanouir. Pour la simple raison que le travail, c'est rarement épanouissant. Mais à moins que le travail devienne quelque chose de créatif. Alors, les gens qui sont dedans, qui font partie de vous, ben, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont heureux. Je ne vois pas tellement l'épanouissement au travail. On peut essayer de communiquer, mais en général, il va s'établir réellement dans le milieu du travail, il va encore s'établir. Au prime abord, ce que j'ai remarqué ou ce que je vois en consultation, souvent, c'est des gens qui se font écraser à leur travail. C'est des gens qui ne sont pas heureux dans leur milieu de travail parce qu'il y a toujours une patronne qui est dégueulasse ou un patron. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de les écraser. Alors, ce n'est pas nécessairement toujours un milieu épanouissant, c'est rarement un milieu épanouissant, parce que le travail n'est pas là pour que vous puissiez vous épanouir. Il est là pour que vous puissiez produire quelque chose pour avoir un salaire. L'ancêtre de ça, pour moi, c'est l'esclavagisme. Alors, c'est clair et net, vous allez me dire, oui, mais il faut gagner sa vie. Mais il faut passer à la créativité. Il faut qu'un individu, dans le temps, ça ne se fait pas, vous comprenez, ce qui va avec la conscience, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'un individu doit progressivement passer à la conscience. Parce que si un individu n'est pas conscient et qu'il est marié, il a des enfants, il a un travail qu'il n'aime pas, il va tout faire sauter. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien le lendemain, c'est fini. Il ferme la porte. Et c'est très important qu'un individu prenne conscience progressivement, parce que s'il prend conscience trop rapidement, toute sa vie, il va tout faire sauter. Il va peut-être même avoir des idées suicidaires. Il faut qu'un individu évolue graduellement, lentement. Il n'y a rien qui presse. Il faut qu'il soit capable de trouver sa sérénité, sa paix, dans sa tête. C'est la première chose, parce qu'un individu qui trouve une sérénité dans sa tête, au moins, il n'y a pas des pensées suicidaires. Donc, il est capable de passer à la conscience sans être trop déprimé.
faut qu'il se trouve un endroit où il puisse aller chercher de l'énergie. Il faut qu'il trouve soit des gens intéressants, soit rencontrer des gens intéressants, ou aller dans des endroits où les gens ne sont pas dans leur mental, où ils puissent faire augmenter son niveau énergétique. Alors, la famille, là-dedans, c'est très rarement le cas. Daniel, est-ce possible qu'à l'heure actuelle, nos pensées se concrétisent de plus en plus vite? C'est une question intéressante. Moi, je dirais que j'ai cette impression-là avec le temps d'être de plus en plus puissant. Parce que j'observe mieux ce qui se produit comparativement il y a 15 ou 20 ans. J'observe mieux aujourd'hui. J'ai comme l'impression que les choses arrivent plus rapidement, au sens de faire apparaître le phénomène. Ça, j'ai cette impression-là, que les phénomènes apparaissent rapidement. Pas plus vite, comment je pourrais dire, que ça devient plus évident. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai cette impression que je deviens de plus en plus puissant. Est-ce que c'est plus rapide? Je ne sais pas, mais c'est plus évident. Voilà, dans ce sens-là. Alors, écoutez, ce fait un immense plaisir. Est-ce que vous avez encore... On va prendre encore une question. Alors, il y a Pierre qui dit « Plus facile avec le temps dans le contexte d'une plus grande conscience ». Ça demande de la réflexion, ça. Plus facile avec le temps dans un contexte d'une plus grande conscience. La conscience est infinie. Fait que c'est très difficile de mesurer ce qu'on appelle une grande conscience. C'est infini. Autrement dit, la conscience que vous avez maintenant, c'est rien à côté de la conscience que vous allez avoir l'année prochaine. Puis l'année prochaine, c'est rien à côté de ce que vous allez avoir dans 2 ans. Fait une grande conscience, c'est très difficile à mesurer. Pierre Saunier, plus facile avec le temps dans un contexte d'une plus grande conscience. Trop relatif, oui, c'est relatif. Et c'est la raison pour laquelle il faut lâcher prise avec le monde. Donc, le monde, ils mondisent. Il faut laisser être le monde. C'est sûr que ma conscience, que ma sérénité ne peut pas dépendre de ce que je lis dans les journaux, ne peut pas dépendre de ce qui se passe. Il y a des gens qui ont une vie, qui ont de la sensibilité, qui vont dire « Ah, il se passe ça dans le monde, c'est terrible. Ah, il se passe ça dans le monde, c'est terrible. » Il y a du monde qui s'ennuie et qui se désennuie en se faisant des peurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de films d'horreur. C'est fait pour ça. Il y a des gens qui aiment avoir peur parce que ça les remplit. Mais je peux aussi voir un très mauvais produit qui peut m'empoisonner, puis ou manger de la très mauvaise nourriture. Puis je vais être rempli, mais je vais être rempli de poison. Alors, écoutez, c'est un immense plaisir. Pierre n'est pas intervenu aujourd'hui au niveau auditif. Il laisse aller en lisant les questions. Et écoutez, ça a été un immense plaisir. Comme vous voyez, c'est ensoleillé. Je vais aller profiter de ce qui reste de la journée de soleil. Ça fait un immense plaisir. Daniel, Gabi, Madeleine. Espérons que nous allons le revoir la prochaine fois. Donc, une synchronicité, la chose qu'il faut retenir, que c'est un miroir. Que c'est un miroir. Et je dirais ceci, que c'est entrer dans le miroir. Alors, je vous dis à la prochaine.